Écoutez, si c'est bon pour vous, on va commencer tranquillement. Du coup, Dorian, est-ce que tu commencerais pas par te présenter pour ceux qui ne te Mais oui, connaîtraient bien pas? sûr. Et évidemment, donc Dorian, à Car, hein, donc j'ai bientôt 33 ans. Voilà, je suis tombé dans la passion des Nepenthes. Je devais avoir 14 ans. Suite à un documentaire que j'ai visionné avec mon meilleur ami, on s'est dit, mais c'est incroyable, ces plantes-là. Il faut absolument qu'on trouve le moyen de nous en cultiver ici dans notre climat. Et c'est vrai que je suis tombé dedans. Alors au début, c'était beaucoup d'ampularia. Je suis tombé amoureux de cette espèce-là. J'en avais plein de différents, des couleurs et tout ça. Enfin, c'était incroyable. Je crois que j'avais 3 terrariums, de gros terrariums remplis d'ampularia. Je faisais que de ça. J'étais fou de ça. J'ai cultivé en appartement du coup pendant 7 ans du coup de l'ampularia. Bon après avec deux petits hélianthora à côté, mais surtout de l'ampularia. J'ai arrêté à cause du boulot et tout ça, après une vie un peu qui me permettait pas de continuer les plantes carnivores. Et j'ai repris donc là depuis 6 ans et demi, 7 ans, je dirais. Donc recommencer petit à petit avec un terrarium, après une box un peu plus grande, une serre-tunnel, une grande serre-tunnel extérieure. Et malheureusement, avec le climat que j'ai, moi ici au sud-ouest, c'est vrai que l'été, c'était très très compliqué de refroidir une serre, on va dire, à mon échelle, en tant amateur, hein, voilà, au niveau matériel et tout ça. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour justement maintenir mes plantes dans de meilleures conditions et essayer justement d'avoir voilà, une structure autonome et sans vraiment me soucier du climat. Je me suis dit, il faut que je fasse euh, une chambre, une serre indoor, quelque chose d'isolé de l'extérieur, un peu moins voilà, aux intempéries. Et je me suis dit, voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'Allemands, beaucoup de cultivateurs qui font ça dans les pièces de la maison, qui transforment des garages chez eux, des caves et tout ça. Et bon, j'ai planché un peu sur le truc. Je me suis dit, pourquoi pas faire un garage qui me servira de serre pour mes plantes. Et juste, c'était en quelle année ça que tu as commencé Voilà. à faire tout le Pour la bordel? serre, je l'ai faite il y a 2 ans. Ok. Le garage a été fait il y a 2 ans. Donc ça, voilà, je l'ai fait moi-même. J'ai pris le temps de le faire. Voilà. Après, c'est une construction toute basique, hein, en parpaing, avec une isolation intérieure que je montrerai après en polystyrène. Un toit, pareil, isolé pour justement éviter d'avoir la chaleur qui rentre trop dans la serre. Voilà, quelque chose quand même de, alors pas trop hermétique parce que bon, il faut toujours quand même quelque chose voilà, où l'air circule, mais voilà, quelque chose d'assez important, d'assez imposant pour cultiver déjà ma collection qui quand même, voilà, maintenant je pense que je dois avoir 140 plantes environ. Et donc voilà, après je montrerai un petit peu l'étape. Je vais tourner la caméra, je vais montrer à quoi ça ressemble. Et ce qu'on va faire, moi, je vais enlever. Attendez, on va te mettre en plein écran, comme ça, on va mieux Ouais. voir. Hop là, moi, je vais rester en haut dans un coin, et je vais même enlever ma caméra, comme ça, on te verra encore mieux. Vas-y, vas-y, hein, du coup, c'est tout bon. Voilà, donc c'est bon. Là, donc on voit, voilà ici, donc c'est un garage tout basique, hein, construction maçonnerie normale. Voilà, alors après, c'est vrai qu'il a une situation un petit peu bien réfléchie. J'ai un énorme chêne, je dirais quasiment centenaire, juste derrière. Et ce qui me permet d'avoir le garage à l'ombre pendant l'été de 14 heures à 16 heures, 17 heures environ, sur les heures les plus chaudes. Et ça, c'est franchement pas négligeable. Voilà, allez, on va se rapprocher un petit peu. On va rentrer. Je vais faire un petit. Voilà, il y a un petit Sarracenia Goldie qui attend. Je ferai des bacs à l'entrée avec des Sarracenia. Je te disais que j'avais beaucoup de Nepenthes, mais bon, il y a un petit projet avec des Sarracenia. Donc on verra ça plus tard. Hop, allez. Alors j'espère que les lumières elles vont pas faire trop l'effet stroboscopique. Je vais laisser ouvert. Il fait beau, c'est bien humide. Donc voilà, la serre, comment c'est fait avec l'éclairage suspendu. Donc tout ça c'est de l'éclairage LED.
avec ici un petit panneau avec des pinguiculas. Voilà, donc toutes les plantes sont sur des tables avec des bacs. J'espère qu'on voit bien. J'ai un tout petit carré. Je sais pas si tu peux me mettre en plein écran, Arthur. Ouais, Sur, là t'es en plein écran sur le live. ouais, sur Après, le live, mais moi je moi sais pas sur trop comment tu mon. peux faire. Peut-être il faut que tu tapes dessus. Ah, c'est bon. Voilà. Mais ouais. Bon, c'est un Ok. peu pixelisé, mais on voit Ouais, le c'est principal. c'est pas grave, ça ira. Donc, voilà, le principe, voilà, tout est sur donc des tables en galva avec des bacs où justement j'ai beaucoup de sphènes vivantes dedans, ce qui me permet de récupérer l'eau, on va dire, surplus d'arrosage, mais aussi de maintenir une forte hygrométrie, sachant que pendant des périodes d'hiver, je n'arrose quasiment pas. Ensuite, en dessous, quelques petites box à semis, box à Elianphora avec quelques semis, des petites plantes un peu fragiles, généralement des boutures, des rejets, tout ça que je suis en train de raciner. Et après, voilà, des bacs avec un peu de sphaigne. Et ici, mes petites plantes avec une lampe de croissance avec un peu plus de lumière bleue pour les booster un petit peu au démarrage. Donc, voilà. Tout est en culture de herpo. Alors le herpo, ça a été des grands débats, mais honnêtement, voilà, c'est quelque chose qui est très très efficace pour les Nepenthes. Alors après, en fonction du substrat, hein, parce que bon, généralement, vu qu'il y a des trous, le substrat peut s'échapper sur les arrosages, ou si c'est trop sec, le substrat file par les pots, donc ça, il faut quand même faire assez attention. Moi, mon substrat ici, alors je suis tourné sur beaucoup de choses, j'ai essayé beaucoup de choses. Moi, ce qui marche très bien maintenant, c'est la sphène vivante avec alors un mélange perlite, vermiculite, avec un peu de billes de polystyrène pour éviter que le substrat se tasse trop. Et là, sur certaines espèces, je vais essayer le canuma, qui est une pierre un peu acide. Et certaines plantes voilà, aiment beaucoup les milieux acides. Donc Comment ça voilà, donc, s'appelle? Comment ça s'appelle cette pierre, t'as dit? le canuma. Kanuma. Et tu sais ce que c'est? D'où ça vient? Alors, c'est une petite roche volcanique. Alors, tu vois, j'ai reçu le sac dernièrement. Alors après, c'est surtout utilisé généralement pour le bonsaï. Voilà, j'ai vu qu'il y a beaucoup de cultivateurs qui utilisent ça uniquement justement en substrat minéral. Ils font un mélange perlite, kanuma, akadama, surtout pour des espèces comme Edwardsiana, villosa, qui ont les racines assez sensibles. Et effectivement, ça a l'air de très très bien marcher. Je fais un petit tour, un bref petit tour, on fera un peu plus en détail. Donc voilà, comme j'ai dit, j'ai isolé en polystyrène extrudé toutes mes parois. Donc ça évite au bloc qui chauffe de l'extérieur de transmettre ou d'éviter justement de transmettre un peu trop la chaleur des murs de par l'extérieur justement vers l'intérieur. Et le toit ici, le toit on appelle ça des panneaux sandwich. Donc c'est une épaisseur de 40 mm de laine dedans, de laine expansée très costaud. Et pareil, c'est hyper isolant. Et pour le coup, c'est vrai que sur des journées où il fait faire 35 dehors, parce que c'est vrai que dans les Pyrénées-Atlantiques, on a des étés un peu chauds, j'arrive à maintenir sans trop de problèmes en ouvrant la fenêtre ici et un peu ma porte qui est à l'opposé. Du coup, ça me permet d'avoir un flux d'air naturel. Je tiens entre 28 et 30 degrés. Voilà. Donc après, si besoin, en équipement, ici, j'ai un hydrofogueur. Donc c'est un brumisateur par centrifuge qui est relié directement à ma réserve d'eau que vous voyez là-bas au fond. Et tout ça est géré donc au niveau éclairage et tout ça par un compteur de chantier étanche électrique où j'ai mes timers, tout ça pour tout déclencher au niveau des heures que je veux. Est-ce que tu as une idée de la consommation Électrique. d'électricité? Ouais. Alors en électricité, parce que bon, il y a quand même 10 dalles de 100 watts. On est environ à 50 euros par mois de consommation électrique sur une serre comme ça. Ok. Ouais, je vais repasser. Parce que ça a bugué.
Qu'est-ce que ça fait ça figé? Nous, on voit bouger, hein. C'est un peu pixelisé, par contre, je pense que t'as pas énormément de réseau qui arrive dans la serre, mais ça fonctionne. Ok, voilà, attends, moi j'ai l'écran qui a figé. Je vais voir si ça va revenir. C'est un peu dommage. Les aléas. Alors, attends, j'essaie le téléphone qui a complètement figé. Est-ce que je vais pouvoir reprendre? Désolé. T'inquiète, t'inquiète, vas-y. Hop, voilà. Ok, bon. Donc tout ça, voilà. Gestion quasiment autonome. Je me réserve l'arrosage, on va dire, à moi. Je n'ai pas d'arrosage automatique, chose que déjà, en étant voilà, dans une serre comme ça, j'arrose, je pense, 1 à 2 fois grand max par semaine, mais j'appelle pas vraiment ça un arrosage. C'est plus, voilà, c'est rehumidifier les pots qui auraient séché un peu plus que les autres. Parce que généralement, juste avec l'humidité, je n'ai pas les pots qui sèchent tant que ça. Et comment tu fais du coup? Comment tu gères l'arrosage? Tu remplis directement dans les bassines ou non? Juste Non, 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 dans les non, pots je du fais un coup. arrosage style pluie sur les plantes. Ok. Voilà, je m'attarde un peu plus sur les plantes où les pots auraient séché. Mais sinon, ouais. En fait, quand je veux tourner la caméra pour qu'on me voie, c'est le téléphone qui plante. Bon, c'est pas grave. Allez, on va essayer. Alors, en attendant, tu as une question du Ouais, chat. c'est bon, j'ai Est-ce que récupéré. tu as une extraction d'air? Alors, extraction d'air, alors pas vraiment. Alors, comme j'ai dit justement, le garage est fait en sorte qu'il ne soit pas 100% hermétique. J'ai laissé au niveau du toit, j'ai un demi-centimètre entre le toit et mes murs, ce qui laisse toujours passer un minimum d'air. Le truc, voilà, c'est pas entièrement confiné. La fenêtre n'est pas forcément entièrement étanche. Pareil pour la porte. Voilà. Après, si j'ai besoin, voilà, j'ouvre la fenêtre et je n'ai pas d'extraction pour l'instant automatique qui serait gérée via un, un timer ou même un hygrostat ou quelque chose comme ça. Ok, ça marche. Alors après, c'est quelque chose où ouais, j'y ai réfléchi de peut-être mettre une extraction. Après, voilà, là, j'ai investi sur une clim pour cet été, pour essayer justement, sur les très très fortes chaleurs qu'on pourrait avoir, justement, de limiter un peu la hausse de température dans la serre. Mais bon, l'extraction, honnêtement, pour moi, en ayant déjà passé un été assez costaud, je pense ne pas en avoir besoin. Ok, mais t'as quand même des ventilos du coup dedans qui brassent un peu l'air ou Non, du même tout. pas? Alors, j'ai un gros brasseur d'air que j'utilisais justement pour envoyer l'air chaud dehors quand vraiment avant d'avoir la clim. Mais sinon, non, l'air n'est pas brassé dans la serre. On va dire, voilà, il y a toujours voilà, des infiltrations à droite à gauche d'air extérieur. Non, non, il y a pas de ventilation du tout. Autrement dit, enfin, en continu, en général, dans la serre, il n'y a aucune ventilation. Ok, merci. On a une autre question de Julien Muller. Salut Julien. Bien. Il dit pas de souci avec les LED et la brumisation. Alors, pas du tout. Ce sont des LED étanches. Alors, quand je dis brumisation, pourtant, en ayant essayé, hein, on entend hein, un petit lot qui arrive sur les dalles. Hein, on entend le ch. Mais bon, voilà, parce qu'elles chauffent. Mais les LED sont étanches. Elles ont un film étanche sur les LED. On voit une petite genre de colle transparente. Non, non, aucun souci. Et pourtant, je sais que j'ai fait des tests où j'ai embrumé complètement la serre pour voir justement s'il n'y avait pas de courjus, que ce soit au niveau des prises, tous mes raccordements électriques, tout ça. Ça fait 2 ans que je tourne avec ces LED-là
Et non, non, elles sont données constructeurs étanches. Et j'ai même arrosé dessus directement, même avec ma pompe. Enfin, y a aucun problème sur ça. Ok, on a une petite baisse de réseau là, on voit plus ta caméra si jamais. Ouais. Hop, ça y est, c'est revenu. C'est bon, c'est revenu. Est-ce que tu veux nous parler encore un peu de comment tu as fabriqué ta serre, etc. Ou tu veux passer à une petite visite du coup de ta collection? Au niveau de la construction de la serre, comme j'ai dit, c'est de la maçonnerie classique. Voilà, après, de l'isolation polystyrène. Alors après, moi, je l'ai fait pour justement pas avoir les blocs apparents directement dans la serre. C'est aussi un côté esthétique. En soi, je pense pas que ça me fasse gagner énormément de degrés. Mais bon, au moins, déjà, ça a rendu un peu plus esthétique. Après, bon, ce sont des tables comme tout le monde peut faire dans sa serre tunnel ou même, enfin voilà, une table, un terrarium, tout ça, c'est de l'équipement, on va dire, basique hein, de culture, que ce soit les carnivores ou autres. Hein. Ok, Après, dernière petite question sur l'éclairage. C'est quoi ton fournisseur de LED? Quel type de LED tu as? alors, la marque, c'est Nielo. Alors, je me cache pas, voilà, c'est du chinois, c'est acheté sur Amazon. Alors, c'est des dalles de 100 watts. Et donc elles ont voilà full spectre. Alors lumière, il y a du blanc chaud, du blanc froid, du rouge, de l'infrarouge. Voilà, c'est assez complet. Je trouve ça assez quali quand même pour du chinois et assez performant. Honnêtement, j'avais des éclairages avant ça euh, encore pire. Mais là, franchement, honnêtement, pour le prix, et puis même à la hauteur, hein, vous voyez, les plantes, elles sont à quasiment plus d'1 mètre de la lampe. Et honnêtement, je trouve ça très costaud, très quali, niveau même des couleurs. Les plantes, elles sont magnifiques. Même en extérieur, en serre tunnel que j'avais en extérieur avec le soleil, j'avais pas des couleurs aussi vives, les fleurs aussi vertes. Je trouve que c'était vraiment plus dur de cultiver avec la lumière du soleil au final que avec de la lumière artificielle, quoi. Ok, ça roule. Bah écoute, est-ce que tu nous fais une petite visite alors? Essaye peut-être de pas Attends. trop bouger la caméra parce qu'on a assez peu de Ouais. réseau. Ou peut-être d'ouvrir la porte de ta serre. Je sais pas si c'est Ouais, mais justement, je une suis très ouvert, bonne mais moi, idée. le truc, c'est que là, je vous parle en écran noir sur mon téléphone. Je sais pas ce qui se passe. Ok, nous Ouais, là on te voit toi là. On te ouais, voit en alors, selfie là. je vais essayer de tourner. Voilà, là on voit ta serre. Enfin, on voit tes plantes. Ouais, mais tu vois, moi, j'ai pas l'image sur sur le téléphone. Mince. Je comprends pas ce qui se passe. Bon. C'est pas grave. Bah, écoute, on va faire une petite présentation. J'espère que je serai assez cadré au niveau des plantes, au niveau des urnes que je vais vous montrer. Voilà, donc on va commencer par ce côté ici. Donc des croisements un peu particuliers. Donc ça, c'est un Veitchi croisé Peltata. Voilà, c'est des plantes qui font de très grosses urnes Peltata en hybride. Font des trucs vraiment sympas. Veitchi, c'est pareil. Je trouvais que le croisement allait donner quelque chose de pas mal. Il y a quelques stries qui arrivent. Au début, il n'en avait pas. Voilà, ça fait des très jolies plantes avec des feuilles bien caractéristiques du peltata, voilà, un peu pelleté, un peu marron, tu vois, avec la couleur, avec l'éclairage, très poilu, assez sympa. Une plante que j'approuve beaucoup, ça c'est la Singalana cunite qui me vient de François May. Une Singalana un peu forme jaillante, comme ils appellent là-bas. Je trouve très sympa, Singalana, c'est de mes espèces préférées. J'aime beaucoup. Ensuite, ici, on va avoir un Troncata ramispina. J'ai les urnes assez sombres, un très beau péristome, assez foncé. Voilà, bon là j'ai un Singalana Bellirang bon, qui est en fleurs, donc du coup c'est vrai que les urnes sont pas terribles. Hein. Pendant les floraisons, les népenthes malheureusement
La fleur puise beaucoup d'énergie et donc du coup les urnes ne suivent pas forcément. Ici, on a un ventricosa porcelaine, une bouture. Donc ça, c'est la première urne qu'il me fait depuis l'enracinement. Voilà. Je pense que tout le monde connaît ce ventricosa porcelaine. Qu'est-ce qu'il est beau ce ventricosa aussi. Ah oui, ça c'est une des C'est plantes un peu basique, mais quand même, des il hybrides, envoie, voilà, hein. un peu classiques. J'ai un ampularia. Il a fallu quand même que j'essaye, hein, malgré que les ampularias, c'est vrai qu'en conditions Highland, c'est un peu compliqué. Alors celui-là a un peu souffert pendant l'hiver, hein. On peut voir les feuilles d'hiver voilà, qui ont fait cette poudre un peu de protection de l'ampularia, voilà, il n'a pas trop aimé, mais bon voilà, là avec les nouvelles, les belles températures qu'on a là en ce moment, là, il repart de plus belle. Beaucoup de basal, ça c'est la particularité d'Ampularia de faire beaucoup de basal. Ça c'est un tapis d'urne, c'est magnifique. Voilà, donc après ici on va passer, on a un platychila, une femelle, une bouture. Juste, J'ai- pardon, je te coupe, mais c'est quoi cette histoire Oui. de tapis de poudre ou je sais pas trop quoi pour Alors l'ampularia? l'ampularia, ouais, alors l'ampularia, chose que je ne savais pas et quand j'ai cultivé l'ampularia en fait, on peut voir sur les feuilles justement cette poudre là. Ici, là, j'espère que ça se voit bien. En pularia, sur les feuilles, a une poudre ici. Généralement, quand les conditions ne vont pas, ça en fait vraiment une pâte sur la feuille. Justement, c'est un peu. Alors, pour moi, je trouve, hein, c'est un effet un peu protection. La plante sécrète ça quand voilà, il y a quelque chose qui ne va pas ou que la lumière est trop forte, que les températures ne conviennent pas. Ça sécrète énormément, mais c'est vraiment c'est c'est incroyable l'épaisseur hein, qu'il peut y avoir dessus. Tu vois, la feuille là, elle est bien verte, mais avant, elle était vraiment toute marron, marron de poudre. Ouais, on voit pas très bien, mais Ouais. Ouais, je te dis, moi, j'ai même pas l'image sur mon téléphone ouais, de la ouais. retranscription, mais bon, c'est pas grave. Mais bon, Pularia, oui, il y a une espèce qui peut être cultivé en conditions Highland. Il faut trouver le bon clone. Alors moi, c'est l'Ampularia Orange Leaf de Andrea Wistuba. Et c'est un des seuls bon, j'en ai essayé plusieurs récemment, c'est un des seuls qui a passé l'hiver. Parce que bon, voilà, hein, l'hiver, les feuilles, elles brûlent, hein. Elles n'aiment pas le froid. Du coup, voilà, ça a tendance à brûler. Mais voilà, c'est sa vie, sa survie. Après, est-ce qu'il aura besoin de quelques années d'acclimatation pour justement se renforcer et pouvoir continuer sur les prochaines années? On verra. L'avenir me le dira. Pour l'instant, je trouve que c'est en bonne voie. Voilà, donc ici, on a un platychila. Donc ça, c'est les urnes basses qui ne représentent pas vraiment Platychila dans son ensemble tel qu'on le voit et l'espérait. Je vous montrerai des uppers de Platychila sur l'autre partie de mes plantes où vraiment là, on voit vraiment les caractéristiques de ce Nepenthes qui pour moi, les uppers sont incroyables. C'est fascinant de voir le changement juste de structure du péristome, de forme de piège, du lower, de l'urne basse à l'upper, l'urne d'altitude. Quand la plante est en liane, c'est fascinant. Ici, on a un C'est vrai, je croisement crois que que je dois. j'avais jamais vu des lowers Ouais, de le Platychila. lower, ça ressemble beaucoup à du maxima. De toute façon, c'est un peu de la même c'est la même famille, maxima, tout ça. Ça ressemble beaucoup à des urnes de Ah, maxima. on t'entend plus si jamais Dorian, tu dois avoir la main sur le micro ou un truc Ouais, comme ça. voilà, ça ressemble beaucoup à Ouais, des urnes de ça y est. maxima. Ok. On disait, voilà, bon. Quand on le voit comme ça, on se dit, bon, je m'attendais à mieux pour un platychila. Et quand on voit des uppers, bah, écoutez, je vais pas vous faire tarder plus. Je vais vous montrer un upper de platychila directement. Je reviendrai sur la table. Voilà, Aïe, aïe, aïe. voilà, ça, voilà. Moi, platychila, quand on parle de platychila, c'est ça que je veux voir, quoi. C'est un upper, voilà, c'est un péristome incroyable, Ouais, bien tout décollé plat. comme ça, c'est vachement stylé. Ah oui, J'aime bien oui, les c'est Nepenthes qui des font ça, là. stries bien colorées. Voilà, c'est incroyable. Moi, Platychila, voilà, quand on parle de Platychila, c'est ça que je veux voir, quoi. Trop bien. Voilà. Allez, on va revenir ici. Donc ça, ici, un croisement que j'ai réalisé moi.
Donc c'est un Boschiana croisé Léviathan, Léviathan qui est une plante de Jeremiah Harris. Donc c'est Raja croisé Peltata. Donc, j'ai réussi à faire il y a 1 an et demi, c'est ça, peut-être un peu plus, 31 décembre 2021. Voilà. Un croisement avec une Boschiana en femelle. Donc pour l'instant, ça ça donne ça. J'ai beaucoup d'espoir sur sur cette plante-là, sur ce croisement-là, de faire des grosses urnes. Les feuilles sont très caractéristiques de Peltata aussi, assez colorées, très marron, très brunes. Donc on verra à l'avenir ce que ça peut donner. Bon, alors après, il y a quelques cadavres malheureusement. Il est pas en forme Ça celui-là, arrive. Dans les collections, on voit aussi de belles plantes, mais bon, ça peut arriver d'en perdre aussi. Alors là, c'était une femelle mollis qui malheureusement a succombé je pense, à ses floraisons. Elle a fait 3 fleurs d'affilée et ça a énormément épuisé la plante. Et bon, malheureusement, voilà, ce qui arriva, arriva. Ça faisait longtemps que Mais tu bon. l'avais cette plante ou comment Ouais, t'expliques qu'elle peut ben, je crois faire que c'est comment t'expliques c'est qu'elle le peut faire premier. 3 fleurs de suite comme ça Alors, jusqu'à en crever? Elle était stressée un euh, peu ou... ouais, et alors il y a eu aussi une envie de ma part de faire fleurir quelques plantes et donc d'essayer de combiner mon engrais actuel avec un engrais de floraison. Et je pense que ça l'a un peu trop forcé à fleurir et donc du coup elle a fait 3 fleurs d'affilée. Et bon voilà, c'est une plante qui avait 5 ans, 5-6 ans, que j'ai eu quasiment au démarrage de ma reprise de culture. Mais bon voilà, ça arrive, ça fait partie des tests, des pertes qu'on peut avoir aussi dans une serre. Des fois, on ne comprend pas non plus. Tous les paramètres sont bons, mais la plante est fragile, ou il y a eu quelque chose aux racines, ou justement les floraisons qui prennent beaucoup d'énergie aux plantes. Et bon, ça peut arriver d'en perdre quelques-unes, malheureusement. Donc ici, on a un Trocata croisé mollis, justement les floraisons qui prennent beaucoup d'énergie aux plantes. Et bon, ça peut arriver. Je préfère nommer toujours cette espèce comme ça. Ce que je comprends, j'aimais beaucoup son petit nom d'Ureliana. Ici, on a un Burbijae, des urnes assez blanches. Il y en a de plus colorés, mais c'est vrai que j'aime beaucoup celui-ci. Il fait des urnes assez blanches, j'aime beaucoup. Alors après, ici, bon, après, il y a des petites plantes, elles ont des petites urnes, je ne vais pas montrer, il n'y a pas grand-chose à voir pour l'instant. Ici, on a un ténuis, non, un peltata croisé ténuis, avec de belles couleurs, un beau péristome. Alors ici, pareil, on a une plante un peu comme Platychila, qui vraiment est fascinante sur ses uppers et non moins sur ses lowers, c'est Vogeli. Vogeli, les uppers sont un peu comme Platychila, beaucoup plus surprenants que les lowers. Tu as des lowers quelque part là? Je pense il doit pas être joli parce que c'est pareil, il avait fleuri et bon voilà, c'est un peu comme voilà, il y en a un sec ici. C'est un peu comme Platychila, voilà, ça fait un péristome pas du tout prononcé, une urne assez longue, mais voilà, rien de fascinant. Mais par contre, quand on attend voilà, un petit peu, les lowers sont magnifiques. Donc ici, après, là, on a des hybrides d'Edwardsiana. Donc là, j'ai un Edwardsiana. Alors malheureusement, j'ai pas de beau piège à vous présenter parce que je l'ai rempoté récemment et je pense qu'il essaye de bien, de bien se raciner dans un très gros pot. Je pense que même que j'ai surdimensionné le pot. Mais bon, voilà, je pense qu'il est bien reparti là. Les dernières feuilles sont belles. Je pense que les pièges viendront un peu plus tard. Ici, on a un Singalana croisé Burbedi. Alors Burbedi, on ne sait pas trop. Alors pour moi, ce serait plutôt Burbi villosa. C'est un grand débat aussi sur ce Nepenthes-là que j'ai en culture, mais qui me donne pas de piège actuellement. Très lent de croissance. C'est un hybride qu'on avait trouvé, que Malaysiana Tropical avait eu suite à un semis. Et c'est vrai qu'il s'est avéré que tout le monde le nommait Burbedwarsiana, mais un Burbedi, j'en ai un ici, et effectivement, si on trouve des photos un peu sur Facebook et tout ça, quand on tape Burbidjay croisé Edwardsiana, ça ne donne pas vraiment ça.
dans des urnes plus squattes, plus trapues, avec un péristome un peu plus prononcé et large, qui justement nous ferait penser que ce serait plus un Burbijae villosa. Et même sur les hybrides, certains hybrides qu'on voit, je vais vous en montrer après, on voit clairement les gènes de villosa. Ensuite, ici, on a un Troncata peltata croisé Edwardsiana. Très belles urnes, ça, c'est le genre de plante qui me tarde de voir bien plus grosse, bien plus développée, des gènes assez incroyables. Ici, on a un Tenuis Edwardsiana. C'est pas le plus joli des clones, mais bon, ça en fait une très belle plante aussi. Un Jambin Edwardsiana. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, ça c'est des petites raretés. Croisement d'Edwardsiana, c'est quelque chose que j'affectionne beaucoup. J'en ai beaucoup dans la serre. Voilà, ça donne de très très belles plantes. Il y en a encore un ici, Veichi Edwardsiana. Voilà, j'aime beaucoup les péristomes assez dentus, colorés. J'ai l'impression que le côté péristome, tu sais, bien denté, là, bien marqué, ça se transmet pas si bien que ça, non? Qu'est-ce que t'en Alors penses? effectivement, il y a certaines plantes où on le voit quasiment pas. C'est du relief très fin. C'est vrai que je sais pas si on voit bien, mais ouais, il y a certaines plantes, certains croisements, on le voit mieux. Mais voilà, c'est vrai que de base, croiser un péristome lisse avec un péristome dentu, généralement, le résultat, on est plus sur du plus lisse que du dentu, malheureusement. Mais bon, après, ça en fait de très belles plantes, hein. Ici, on a un Diabolica, une plante qui a été renommée il n'y a pas longtemps de ça, qu'on appelait Amata rederi, Le fameux. le fameux. Alors ici, voilà, un second, malheureusement, cadavre, un énorme clossi. Pareil, alors lui, je sais pas du tout ce qui est arrivé. Alors je le laisse pour l'instant comme ça. Peut-être qu'il repartira des racines. Je vais peut-être voir un peu le dépoter, voir ce qui s'est passé. Il était énorme. Et ça, c'est une bouture que j'ai eue. C'est une plante qui a, je pense, une dizaine, quinzaine d'années. Quand j'ai eu la bouture, c'était déjà une plante adulte bien établie, qui aussi étant très très lent de croissance. C'est bon, voilà, ça a été un gros pincement au cœur, mais bon, c'est comme ça. C'est des choses qui arrivent dans des serres. Il y a, comme j'ai dit, on a tous de belles plantes, mais on a tous aussi des plantes un peu malades, ça peut arriver. Donc ici, on a un autre croisement. Donc ça, c'est Spectabilis villosa. Donc c'est pareil, hein. Même avec villosa, malheureusement, les dents ne se transmettent pas énormément. Ça en fait quand même de très jolis péristomes crochus, dentus. Mais bon, voilà, c'est vrai que sur certains, on espérait avoir un peu plus de dents. Ouais, c'est un peu Mata. pareil avec les hybrides à base de Amata, justement, je trouve. Ouais, voilà, c'est ça. Amata, c'est pareil. C'est pour ça qu'il y a des hybrides d'Amata. Je pense que j'en ai qu'un. Et c'est ici le Predator, le Troncata Amata. Alors là, c'est pareil, hein. On cherche un peu les dents, hein. C'est vrai qu'elles sont pas énormes. Ouais, il a Mais bien bon, plu les ça fait. Troncata, par contre, hein. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vrai que niveau Troncata, on le retrouve bien. Là, j'ai un gros Raja, mais il n'a pas d'urne. Lui, alors lui, voilà, ça c'est. Alors Raja, alors pourquoi j'ai acheté du Kanuma? Parce que justement, Raja est une espèce assez terrestre qui aime bien les substrats minéraux à base de pierres volcaniques, de tourbes, tout ça. Alors moi, je l'ai en sphaigne, sphaigne vivante, et je pense que là, il ne se plaît pas du tout. Je pense que là, voilà, il m'alerte qu'il y a un problème au niveau des racines, donc je vais le rempoter assez vite dans justement un substrat plutôt minéral, perlite, kanuma, vermiculite. Dis, on a une question dans le chat. Bon, t'en as déjà parlé, mais peut-être tu peux rappeler deux, trois trucs Oui, rapidement. Les extrêmes de température et d'humidité dans ta serre à l'année et comment tu gères ouais. la température. Alors, Attends, hop. Alors les extrêmes, honnêtement, je n'ai jamais dépassé 35 degrés. Ça, c'était vraiment mon extrême où voilà, je me suis dit là, il faut faire quelque chose. Ça a été ventilation. Après, c'est 35 degrés, c'est des jours où j'ai eu dehors du coup 46. On a eu des journées très très chaudes. Mon extrême, ça a été 35. Sinon, moi en culture, ce que j'essaye
de maintenir ces 28-30, quoi. J'essaye pas d'aller plus loin. Mais j'ai déjà eu du 35 degrés dans cette serre-là. Après, sur les minima, l'hiver, alors je ne chauffe pas, ce qui est la chance d'avoir justement une serre comme ça, indoor, isolée, c'est que j'ai quand même un gros delta comparé au niveau du froid avec la température extérieure. Sur des températures, quand j'ai -2, -3 dehors, j'arrive naturellement à avoir au moins entre 8 et 10 degrés dans la serre. C'est que je ne chauffe pas du tout. C'est déjà descendu jusqu'à 5 degrés quelques jours, mais les plantes n'ont pas du tout, à part peut-être hormis Ampularia et Troncata, où justement ça a fait quelques brûlures au niveau des feuilles. Mais sinon, bah là, vous voyez, hop, je vais vous montrer, j'ai mon petit capteur ici. Là, actuellement, j'ai 25 degrés pour 83% d'humidité, sachant que la porte d'entrée est ouverte. Et voilà. Du coup, tu n'as pas de système de chauffage? Ah non, du tout. En fait, moi, l'hiver, les LED, en fait, ils chauffent plus ou moins naturellement parce que bon, ça bombarde et ça chauffe quand même un petit peu. Bon, on peut toucher, hein. Je peux mettre la main dessus sans problème. C'est pas brûlant. Je dirais que c'est à peut-être 40 degrés. Mais en fait, juste ça me permet l'hiver de chauffer entre 20 et 24 degrés suivant la température extérieure. Et bon, tout en ayant tout fermé, hein. Par contre, bien porte et fenêtre fermées. Mais sinon, oui, voilà. Je n'ai pas besoin de chauffer du tout. Nice, merci. Voilà. Allez, donc on continue. Donc là, je vais vous montrer, tant que je suis devant, voilà, comment je pratique un petit peu l'eau. Juste vite fait, voilà, un osmoseur, une cuve, et j'ai l'eau déchet qui part derrière. J'en parlerai un petit peu plus après au niveau de l'engrais. Ici, on a un Troncata. Alors, on parle d'Island Red, il est en fleurs. Bon, alors, pour moi, c'est pas vraiment un Troncata Island, mais bon, ça reste un très, très beau Troncata rouge, voilà, qui fait de très grosses urnes. Je trouve ça assez incroyable. D'ailleurs, Troncata est une des espèces qui, je pense, font les plus grosses urnes dans la nature. C'est fascinant. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a un petit Inermis. Alors j'avais une grande liane avec des uppers que j'ai dû bouturer parce que la liane était tellement grande, je ne l'avais pas attachée et elle s'est cassée. Donc du coup, bon, il a fait un rejet ici et bon, j'ai un autre pied à côté. Ça, c'est pareil, Inermis, hein. Les lowers sont pas forcément top, mais quand on voit les uppers, c'est un peu comme Platychila et Vogeli, c'est un peu l'accomplissement de cette plante d'avoir des uppers de Inermis. Alors ensuite ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a un Lowy croisé Boschiana. Alors pareil, hein, je suis très très fan de Lowy et de leurs hybrides qui font pour moi des plantes très très jolies, très colorées. Pareil, hein, les lowers de Lowy et les uppers sont fascinants, donc ça en fait des hybrides vraiment incroyables. Qu'est-ce qu'on a ici devant? Ici, on a un Izumiae Trosmadiensis, voilà, qui est en train de fleurir. Voilà, ici, on voit la petite boule qui annonce la fleur. Alors, je ne sais pas encore ce que c'est, on verra bien, ce sera la surprise. Alors, là derrière, on a un gros... Alors, les urnes ne sont pas très grosses parce qu'il est aussi en fleurs. Comme j'expliquais, c'est vrai que pendant les floraisons, les urnes sont moins grosses. Donc, je vais essayer de le tourner dans le bon sens du tendril. Voilà, on a un Peltata croisé Troncata striped de Exotica Plantes qui font des croisements absolument dingues. Ils ont des plantes avec des génétiques, quoi. C'est incroyable. Ils font des croisements. Je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent. Ah, il est bien massif celui-là. Voilà, et encore, celui-là est pas très très gros de pièges. J'ai eu des pièges bien plus gros que ça, de plus de 40 cm. Enfin, c'est une plante fascinante aussi. Alors ici, je parlais justement des croisements Burbédi. Et pour moi, qui est du Burbivillosa. Voilà, ça c'est un Raja croisé Burbédi de Maliziana tropicale. Et quand on dit Edwardiana, on s'attendait justement sur ce croisement-là à avoir des urnes beaucoup plus grandes. Et au final, non, ça reste assez squat. Et quand on voit quelques croisements avec du Villosa, ça s'en rapproche quand même beaucoup.
Hop. Après ici. Ici, ça c'est, je pense, une des plantes qui est dans mon top 5 de la serre. Loï croisée Ephipiata. Alors là, ça c'est une plante que je trouve incroyable de par sa pilosité au niveau de l'opercule. Ouais, vu la C'est taille des des deux poils. parents, Ouais, voilà, c'est c'est des sûr poils que ça. vraiment très très épais. Les urnes sont magnifiques. Il me tarde d'avoir des upers sur cette plante-là. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est des plantes très très lentes de croissance qui mettent beaucoup de temps à faire des upers. Mais bon, ça en vaut la peine. Ici derrière, on a un Maxima croisé Trussmadiensis. Assez sympa, c'est un issu de graines que je trouve très joli. Alors c'est pareil, hein, c'est vrai que dans la collection, j'ai beaucoup de plantes issues de graines. Je suis pas trop fan d'avoir les mêmes plantes que tout le monde, les plantes de Bornéo exotiques qui sont très souvent vendues en tant que clones, assortiment de clones. Ici, on a un Maxima Dark croisé Lowy. Je ne sais pas si j'ai des urnes un peu plus jolies. Ouais, peut-être ici. C'est une plante qui est assez grande que je vais devoir bouturer, que j'ai déjà commencé à bouturer. Hop. Alors ici, alors je vais montrer d'un peu plus loin. Voilà, je suis très fan de Lowy. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Lowy différents. Alors quand je dis différents, c'est de localités différentes. J'ai du Kinabalu, Batulawi, Trosmadi. Lui, c'est le Trosmadi croisé Murude. Ici, on a le Trosmadi croisé Mulu. Et ici, on a celui-là, c'est le Mulu. Et ici, le Murude. Voilà. C'est Lowy, c'est, je pense, mon espèce favorite, numéro 1. J'ai quelques lowers à vous montrer, assez colorés de Lowy. Là, t'es parti de semis pour toutes ces plantes-là ou tu les Alors, possèdes? celles-là, certaines sont des semis qui ont été faits par d'autres cultivateurs. Alors ici, Klaus Keller qui nous a fait ça en 2018, le Trosmadimulu. Il y a des issues de graines, effectivement. 2018, donc on Euh, a 5 ans là. ouais, voilà, ça c'est une plante qui a 5 ans. Donc c'est assez lent. Il faut savoir que les Nepenthes Island, pour moi, elles ont vraiment un cap. Ce cap de plante moyenne à vraiment très grosse plante est très dur à passer. Par contre, une fois que c'est passé, ça va beaucoup plus vite. Voilà, après, il y a là une forme. C'est vrai que même la forme des feuilles en forme de cœur comme ça, de Lowy, est très très jolie. J'aime beaucoup. On a quelques urnes. Voilà, certaines localités font des urnes plus squattes que d'autres, plus trapues, plus colorées. Ici, vous voyez, sur celui-là, c'est un peu plus allongé. Le péristome un peu moins coloré. Hâte de voir les uppers alors. Exactement. Alors, j'en avais une magnifique que malheureusement j'ai perdue via des tests d'engrais, hein. C'est comme tout. Il y a eu des ratés. Mais bon, voilà. C'est comme ça. Les uppers viendront plus tard. Il y a pas de, je ne me fais pas de soucis sur ça. Ici, on a un Ventricosa croisé Ephipiata. Pareil, une plante que j'adore, tout ce qui est croisement Lowy, Ephipiata. On peut voir hein, avec la génétique de Ephipiata quelques poils sur le péristome ici. Voilà, c'est des poils très rigides, très durs. Ici, on a un Lowy croisé. Alors, Fusca Zacriana, c'est pareil, ce sont des plantes qui ont été renommées il n'y a pas si longtemps que ça, en fonction de leur localité. Alors, je pense que celui-là, c'est Lowy croisé Zacriana, exactement. Ici, juste à côté, on a un Peltata croisé Lowy. Ici, nous avons un Bongso croisé Lowy. On voit pas beaucoup le Lowy là pour le coup. J'ai Ouais, alors l'impression pour le aussi. coup, c'est vrai qu'on dirait juste un Bongso un peu plus gros avec un péristome un peu ondulé. Ouais, c'est ça. Et voilà, j'attends de voir au niveau des uppers ce que ça peut donner. Il peut y avoir une surprise. Quand je vois certaines plantes, la différence qu'il y a entre les lowers et les uppers. Ici, on a un Lingulata. Alors ça, c'est une plante que j'ai cherchée pendant des années
et en avoir un vrai, c'est assez compliqué avec cette petite langue. J'espère qu'on va la voir ici. La petite langue sur le péristome. Voilà, ça c'est la caractéristique de l'ingulata. On continue ici, on va continuer. Hein. Les plantes sont un peu rangées, croisement de Lowie et tout ça. Ici, c'est un Jacquelinae croisé Lowie. Pouah, pouah, pouah. Alors celui-là, c'est une dinguerie. Je trouve les urnes complètement dingues, ondulées, les couleurs. On voit bien Jacquelinae, on voit quand même bien Lowie. Hein. Si on se rapproche un petit peu, on voit des dents quand même sur les finitions du péristome. Bon voilà, c'est pareil. Ça, c'est encore des plantes où j'ai hâte de voir les uppers. Ici, on a un Burbigeae croisé Lowie. Qui a fait une urne récemment, aussi très jolie, mais pas encore entièrement colorée. Les urnes mettent quand même un peu de temps après à se colorer. Une fois l'ouverture, c'est assez long, je trouve. Enfin, suivant les espèces, elles se colorent très vite, d'autres mettent un peu plus de temps. Ici, on a un Rob Cantley croisé Lowie. Alors ça, voilà, il y a des chances que ça ressemble beaucoup à du Lowie troncata, plante que tout le monde connaît dans les Nepenthes, c'est un peu la masterpiece des collections. Ici, on a un beau, très très beau Veitchi. Celui-là, c'est une pépite, une perle. Il fait des urnes très rondes. Il est bien dodu, ce Veitchi. Bien dodu, exactement. C'est un croisement réalisé par Christian Klein et Monsieur Yamada. C'est le Candy Klein croisé Candy Yamada. C'est Fais une gaffe, je crois plante que t'as que ta main j'ai sur eue. ton micro de Oui, téléphone. pardon. Yes. Excusez-moi. T'inquiète C'est pas. une plante que j'ai eue il y a 4 ans. Elle faisait 4-5 cm que j'ai sélectionné moi sur une table entière de Veitchi. J'ai dit, je veux celui-là. Il avait une toute petite urne rouge, mais qui représentait rien. Et quand je vois ce qu'il est devenu, je suis très très content d'avoir pu sélectionner cette plante-là. Merci Christian Klein d'avoir fait ce croisement-là. Ce Veitchi est juste fascinant. Il a déjà fleuri. Et comme vous pouvez voir, Veitchi a la particularité de pousser un peu en éventail. Je le laisse filer tout seul le long du pot. On verra ce que ça donnera. Je vais peut-être l'accrocher sur un tronc. Ouais, il y a des Ici. photos où on le voit en nature, là, grimper autour des Exactement. arbres, avec Exactement. la liane vraiment bien plaquée contre le tronc, quoi. Donc ici, on a un très beau troncata croisé Edwardiana. Alors c'est vrai que tu vois, on disait Edwardiana sur les croisements donne quand même hein, cet effet de dents. Là, pour le C'est, coup, ouais, ouais, ça se voit bien, là. voilà. Là, ça se voit bien. Mhm. Tu vois, je vais te montrer. Alors qu'on a du Edwardiana croisé Maxima. Donc là, c'est pareil. Hein. Alors, ça fait de très grandes urnes pour le coup, parce qu'Edwardiana, dans la nature, ça fait de très grandes urnes. Et bon, c'est vrai qu'on le retrouve là. Malheureusement, voilà, c'est vrai que le péristome n'est pas forcément dentu comme on voudrait, mais bon, voilà, ça reste une très belle plante. Une plante qui, comme je t'avais dit un petit peu en privé, c'est une plante que j'ai eue il y a 2 ans, qui faisait 6 cm. Et voilà, avec l'engrais, le résultat qu'on peut avoir, une plante adulte de quasiment 1 mètre de hauteur. Alors, c'est une plante qui pousse déjà quand même relativement vite. Mais voilà, avec de l'engrais, les résultats qu'on peut avoir aussi, je vous montre quand même Platichila. Voilà. Alors ça, en plus, il a fleuri plusieurs fois. J'ai pas eu de beaux pièges et là, la floraison étant terminée, il m'octroie de très beaux uppers. Alors, on va passer ici. Là, j'ai une ample florale que j'ai pollinisée. Qu'est-ce qu'on a ici, là, derrière? Mais tiens, regarde, Troncata Edwardiana, je reviens dessus. Une urne fraîche. Pouah, pouah, pouah. Voilà, qui s'est ouverte il n'y a pas longtemps. Donc c'est pareil, un péristome légèrement dentu, mais sans plus, voilà, qui en fait quand même une très très belle plante. Ici, nous avons un Troncata croisé Maxima effipiata. Alors pour ceux qui connaissent Troncata effipiata, qui est un croisement d'Exotica plus que reconnu, je pense que celui-là a de très bons gènes pour être son petit frère. Hâte de voir les uppers aussi qui va donner. Là, c'est très costaud.
Donc là, après, un peu plus classique, on a un upper de ma femelle Vecchi Maxima qui donne des graines. Hein. J'ai déjà collecté des croisements. Ici, on voit qu'on a de jolis pods en cours. Voilà, des croisements que je réalise beaucoup avec mes plantes. J'ai pas mal de mâles, de femelles. J'essaye de faire des croisements. Une plante plutôt lowland que voilà, c'est vrai que j'affectionne beaucoup aussi et je fais un petit clin d'œil à François May, le Bocorensis, une plante lowland mais que j'arrive à cultiver en conditions highland. Alors certes, il est quand même beau sur la période un peu plus chaude, mais voilà, c'est très jolie plante. Ici, on a Lowy croisé Ténuis, croisement réalisé par Andrea Wistuba. Pareil, bon, pour l'instant, c'est joli, mais j'attends les uppers. On verra ce que ça peut donner. Ensuite, ça, tiens, voilà, on va montrer j'appelle la masterpiece de toute collection, sans casser la feuille de mon Raja Vecchi ici. Hop, voilà. Lowy Troncata Giant. Il est pas petit. Alors, les urnes peuvent être encore plus grosses que ça. Là, je pense qu'on est une urne sur une quarantaine de centimètres. Je pense que la plante est encore assez jeune, comme pas encore en liane. Je pense qu'il y aura encore plus gros. On a déjà vu plus gros. C'est une plante qui fait quand même plus d'1 mètre de large. Hein. Voilà, vous voyez le bout de la feuille. Ah, bon, là, c'est un peu le bazar. Là, les plantes s'entrecroisent de partout. Voilà, le pot, il est ici au milieu. La liane est ici. Voilà, pour vous montrer un petit peu, voilà, c'est des feuilles de 50 cm. Hop, voilà, ça fait de très très grosses plantes. Hein. Tout ce qui est troncata, attendez-vous, pour ceux qui veulent cultiver en terrarium, oubliez. Hein. Au moins peut-être au début quand elles sont petites, mais après, les plantes deviennent énormes. Hein. Comme tout Nepenthes généralement. Mais ici, on a ma femelle Raja Vecchi. Alors ça, c'est pareil. Hein. Je le trouve magnifique. Les couleurs de Raja, le péristome de Vecchi, on retrouve bien les deux parents. C'est une femelle qui fait des graines. J'ai déjà collecté des croisements. C'est vrai que ça, c'est très très gros. J'ai même gardé. Alors, il est sec, hein, mais j'ai gardé le plus gros piège qu'il m'avait fait avant la floraison. C'est voilà, c'est gros. Et je pense que ça peut faire encore plus gros. Hop. Et Dorian, Ici c'est bientôt devant. 19h. Du coup, je te propose qu'on Oui, passe tranquillement à la gestion de l'engrais aussi. Ouais. Alors, je vais revenir juste vite fait. Ouais, je sais pas si tu avais fini ou si tu étais sur la fin. Oui, je suis quasiment à la fin. Après, il y avait une table ici en dessous. Bon, c'est des petites plantes, il n'y a pas beaucoup de pièges à montrer. Voilà, il y a des petites choses telles que Vogelilowi ici. Voilà, une petite érucoïde. Voilà, ça, c'est les petites plantes, on va dire, en phase de croissance où les urnes, pour l'instant, voilà, il n'y a pas grand-chose à voir, quoi. Et ici, juste, on va passer de ce côté-là. La box, alors voilà, la lumière est quand même costaud. On a quelques Helianthora, McDonaldae, Sarracenoide, Ionasi Red Strip, Parva et ici Chimantensis. Voilà, après, culture de sphaigne bien partout et quelques boutures, voilà, des semis à droite à gauche. Voilà. Alors, concernant l'engrais, alors il faut savoir déjà que ça fait au moins 4 ans que je suis sur le sujet de l'engrais. Beaucoup de phases de test. Alors, comment je fonctionne? Moi, l'engrais, maintenant, c'est très très simple. Donc, comme j'ai dit ici, j'ai un osmoseur. Je me fabrique le osmosé. Je sors une eau généralement, je vais vous le faire. En général, à 8-10 ppm. Je pense, là, il devait rester, je pense, de l'engrais de la dernière réserve. Voilà. Je suis à 20 ppm, 16-20 ppm. Voilà. Ce que je fais, c'est que je prépare mon engrais. Alors, moi, c'est un engrais grain. Alors, je ne sais pas si on le verra bien sur l'étiquette, que je dissous. Voilà, ça fait. C'est un engrais bleu. Alors, le NPK, c'est du 16
16, 7, 12. Pour ceux qui connaissent un peu les NPK, donc c'est azote, potassium, phosphore. Voilà. Ce qui est important pour les Nepenthes, que j'ai trouvé moi avec les résultats, c'est justement l'azote qu'on apporte aux Nepenthes. Je charge ma réserve d'eau. Alors, j'essaie de pas trop bouger. J'aurais dû peut-être ouvrir la bouteille avant. Hop. Alors, c'est vrai que maintenant, moi, je suis habitué. Hein, je sais un petit peu comment doser. Voilà, je charge ma réserve d'eau. Voilà, en engrais. Hop. Donc, juste là, tu n'avais pas d'engrais avant dans l'eau, hein, c'est ça? Dedans, il n'y avait pas d'engrais dans l'eau, ou à la rigueur, peut-être un fond. Parce que bon, la réserve ne se vide jamais entièrement. Il y a toujours un petit fond qui doit rester. Donc là, je te dis, j'étais à 16 ppm, ce qui est vraiment rien. Donc là, je charge. Généralement, je fais tourner. J'ai une pompe Vicave dedans. Je fais tourner pour bien mélanger. Et ensuite, je démarre ma pompe et puis j'arrose. Voilà, j'arrose, ça va partout. Dans les urnes, dans le substrat, sur les feuilles, puisque bon, généralement, je fais ça le soir, juste avant que les lumières elles s'éteignent, comme ça au moins voilà, la plante elle est mouillée. J'arrose tout. Et ce que je fais aussi, c'est que le matin, j'ai 45 minutes à 1 heure de brumisation avant que les lumières s'allument, qui pareil vient déjà faire un peu ce rosé naturel du matin qu'on retrouverait dans la nature, mais aussi voilà apporter un peu de nutriments quotidiennement. C'est vrai que ce que moi j'ai remarqué, c'est que les Nepenthes, quand on les fertilise, on se dit bon tiens je vais le faire, tiens un jour on se dit je vais le faire aujourd'hui. Voilà, on le fait, on fait un one shot comme j'appelle, et généralement après on oublie un peu. On le fait, bon, on voit des résultats au début, on a des leaf jumps sur certaines plantes, et après les plantes elles reviennent à faire des feuilles un peu plus petites. Elles reviennent sur la taille précédemment de l'utilisation d'engrais. Alors pourquoi? Parce que justement la plante elle a eu ce one shot comme on appelle d'engrais. Très bien, elle a fait une super nouvelle feuille, sauf que vu qu'après elle n'est pas continuellement nourrie, elle perd un peu de puissance, elle perd un peu de patate, et du coup, elle reprend sa croissance, on va dire, bridée. Moi, j'appelle ça une croissance un peu bridée. Les Nepenthes, elles sont pas carnivores pour rien. Dans la nature, on peut voir qu'elles capturent énormément de proies. Les animaux mettre les excréments dedans, notamment surtout pour l'OI, ça a été remarqué à maintes fois. On trouve de tout dedans, même des feuilles. On parle d'Ampularia qui serait plutôt herbivore que carnivore. C'est vrai que dans Ampularia, justement, tous ces tapis d'urnes, on trouve beaucoup de feuilles dedans, de feuilles en décomposition. Alors j'ai essayé en mettant des miettes de feuilles de chêne et tout ça. On verra si ça lui apporte quelque chose, plus que de l'engrais, on va dire, chimique. Voilà. Donc moi, ce que je conseille, alors déjà, les types d'engrais. Il y a plusieurs types d'engrais. On va trouver des engrais liquides, des engrais en granulés, on va dire des granulés assez friables, des billes telles que l'osmocote, des billes assez dures à diffusion lente. On va trouver voilà, de l'engrais liquide, on va dire plutôt foliaire, qui va avoir plutôt cette caractéristique-là que la plante va absorber par les feuilles plus que par la racine ou même par le piège, pour le cas des Nepenthes. Voilà, moi je suis tourné, alors j'ai essayé un peu tout, des engrais liquides à diluer, le granulé, l'osmocote à diffusion lente et tout ça, j'ai tout essayé. Je suis revenu sur un engrais plus facile à doser pour moi, qui est l'engrais granulé. Et en termes de propriété, avec donc un NPK de 16, 5, 12, ce qui me permet un apport d'azote pour les Nepenthes assez important, plus important que le reste. Et j'ai trouvé justement que ça donnait de très très bons résultats, que ce soit alors sur du one shot au début, mais plus. Alors après voilà, le one shot, ce qu'on dit en général, on le fait, on fait pas trop attention à la concentration d'engrais qu'on met. Moi, je suis très très alarmant sur ça, sachant que j'ai perdu des plantes. Attention de ne pas mettre trop d'engrais dans une urne ou même juste dans le substrat pour pas saturer le substrat. L'engrais, c'est bien, mais à prendre vraiment avec beaucoup de précautions. J'ai perdu des plantes
de plusieurs années. Et bon, voilà, c'est vrai que ça fait un peu mal au cœur de perdre des plantes sur des tests. Si vous voulez vraiment commencer l'engrais, il vous faut déjà un testeur TDS pour calculer la concentration d'engrais que vous allez donner à vos plantes. Déjà, commencez par une eau au maximum la plus pure possible, donc osmosée. Ça, c'est très important de démarrer au plus proche de zéro. Pas donner du calcaire à vos plantes, même si en soi la Nepenthes elle est quand même assez tolérante au calcaire. J'arrosais à l'eau du robinet avant dans ma serre tunnel et j'ai jamais eu trop de problèmes hormis les taches de calcaire sur les feuilles. Donc voilà, partir sur un engrais que vous allez pouvoir déjà vous maîtriser. Tout le monde n'est pas chimiste, hein. Bon, moi j'ai une formation de chimie, mais bon bref. Voilà, savoir le doser. C'est vrai que quand on voit, oui, mettre 1 millilitre par litre d'eau, je trouve ça après un peu aberrant parce qu'au final, on ne sait pas en concentration qu'est-ce qu'on donne, sur quoi c'est basé. Un engrais, il peut être universel pour tout type de plante. Le téléphone s'est verrouillé. Pour tout type de plante, on voit de tout, hein, en fonction de la taille de la plante, mettre 1 à 5 millilitres. Enfin, ça, je trouve ça complètement aberrant de fertiliser ces plantes avec ce style de maîtrise, on va dire, de dosage d'engrais. Donc pour moi, c'est très essentiel de s'équiper d'un testeur TDS pour justement calculer les ppm, les parties par million de l'engrais que vous allez donner à vos plantes. Si vous voulez faire un one-shot, que vous n'avez pas de système d'arrosage automatisé, une réserve d'eau ou un fogger, que vous voulez faire des one-shots, vous pouvez, mais on va dire qu'il faudrait au moins une fois par semaine absolument donner à vos Nepenthes, je dirais environ entre 150 et 200 ppm d'engrais. Parce que ce que va faire la plante, c'est qu'elle va ingérer petit à petit, jour après jour, une partie de cet engrais-là, jusqu'à ce qu'il n'y en ait quasiment plus dans l'urne. Donc il faut la recharger. Moi, ce que je fais, vu que je le fais quotidiennement, je suis plus entre 50 et 80 ppm, vu que la plante est nourrie tous les jours. Ça permet justement d'avoir un apport régulier et justement éviter ces effets one-shot de leaf jump, après un peu revenir en arrière sur les feuilles suivantes et tout ça. On le voit, il y a beaucoup de plantes, même quand on prend les plantes de jardinerie, elles sont belles en jardinerie, elles ont des belles feuilles pour certaines, celles qui viennent d'arriver généralement. Elles arrivent à la maison, on la rempote, ah, ma plante elle n'est pas jolie, et parce qu'elles sont bourrées d'engrais chez eux, et du coup quand on change le substrat, tout ça, il n'y a plus l'osmocote qu'ils mettent dans le substrat, et donc du coup la plante elle manque un peu d'énergie, elle manque un peu de nutriments, et donc ça explique aussi ce phénomène-là que beaucoup ont. Ma plante elle est moins jolie au bout de quelques temps à la maison, malgré que je l'ai rempotée dans un meilleur substrat. Donc voilà, moi c'est quotidien, brumisation, arrosage. Donc ça va dans le substrat, ça va dans les urnes, sur les feuilles. La sphaigne récupère plus ou moins voilà, le surplus. Elle pousse très bien, elle est bien verte, hein. Vous avez vu quand j'ai voilà, un peu montré les plantes, j'ai de la belle sphaigne vivante bien verte. La sphaigne en profite aussi, elle pousse vraiment bien. Bon, faire attention avec les petites plantes parce que ça peut vite un peu submerger la plante. Mais bon, voilà, une petite taille de temps en temps, ça me permet d'en mettre en surfaçage sur d'autres pots, ou moi de la mettre justement dans des endroits où j'ai des petits trous dans les bacs, où il me manque un peu de sphaigne et tout ça. Donc voilà, l'engrais, pour moi chez les Nepenthes, c'est pas obligatoire, mais c'est vivement conseillé quand on voit tout ce qu'elle capture dans la nature. Et vraiment, vous verrez, faites le test, même si voilà, vous mettez un peu d'engrais dans les urnes de vos plantes, vous verrez qu'elles vous feront de plus belles feuilles, de plus belles urnes. Ça, c'est quand je vois, hein, j'ai déjà vu passer, oui, je fertilise ma plante, elle fera des urnes plus petites. Ça, c'est faux, hein. C'est pas parce que vous nourrissez une plante qu'elle va se dire bon, mais c'est bon, on me donne à manger, je vais faire une urne plus petite, hein. Ça c'est faux. Au contraire, hein, les urnes sont bien plus grosses. Euh, Même la texture, hein, des feuilles et tout ça, vous verrez la différence. Elles seront plus rigides, plus vertes, ce sera vraiment plus verdoyant. Les urnes seront plus jolies et la plante ne sera qu'en meilleure santé.
Ok, trop cool, Voilà. merci beaucoup. Dis, est-ce que, donc toi, tu mets un petit peu d'engrais tout le temps, est-ce que ça t'arrive des fois de mettre, de nourrir justement dans les pièges pour mettre un petit coup de boost supplémentaire pour certaines espèces Justement, ou en pas fait, du tout? pendant l'arrosage, justement, ça se fait tout seul. Voilà, je navigue, je mets, enfin, voilà, j'arrose un peu partout. C'est vrai qu'il y a des fois, surtout l'été, quand j'ai un peu trop d'évaporation, que je vois que les urnes, elles sont vides, je m'attarde un peu plus à remplir l'urne. Mais sinon, ouais, ça, quoi qu'il arrive avec l'arrosage, ça remplit un minimum les urnes, quoi. Il y a toujours de l'eau fertilisée qui tombe dedans. Ça, c'est sûr. D'accord, mais du coup, t'en rajoutes pas toi-même en plus Non, je exprès ou... force pas la chose. Je fais vraiment par l'arrosage. Voilà, au fur et à mesure, ça sert à rien de remplir l'urne entièrement parce que la plante déjà, les glandes justement d'ingestion de l'engrais, elles sont plus au niveau de la partie basse de l'urne. On dit qu'il faut remplir au maximum un tiers de l'urne, pas plus. Au-dessus, et chose que j'ai déjà remarqué, si vous remplissez une urne, la partie haute de l'urne est beaucoup plus sensible. Elle n'a pas les glandes justement digestives et justement d'absorption des nutriments. Elles se font vraiment sur la partie basse de l'urne. Si vous mettez de l'engrais un peu trop chargé, que vous remplissez votre urne, la partie haute de l'urne, elle séchera. Ok, et du coup, bah alors, il y a une question dans le chat, mais moi je pensais un peu à ça aussi en fait. C'est, je te parlais de nourrissage des urnes, etc. Parce que je Ouais, sais qu'il y a certaines personnes qui donnent des paillettes pour poissons des fois au Nepenthes. ouais. Qu'est-ce que Alors tu la penses de paillette ça? pour poisson, c'est bon déjà niveau dosage, c'est très compliqué. Moi, je reste vraiment sur cet aspect-là. Vous utilisez de l'engrais, essayez de maîtriser son dosage et sa quantité d'apport. Une paillette, comment tu peux deviner déjà son NPK, sa concentration après qu'elle fera dans l'urne? Parce que bon, la paillette, elle va se dissoudre dans l'eau, enfin dans l'eau de l'urne. Mais enfin, dans une urne de Nepenthes, on tourne naturellement, avec le sucre et tout ça, on tourne entre 400 et 800 ppm en fonction des proies qu'elle a capturées naturellement. Rajoute une paillette à ça, et si tu montes à 2000 ppm, l'urne, elle va cramer, hein, ce sera beaucoup trop. Ouais, même si les urnes elles sont quand même plus résistantes Ouais, au après, ppm, honnêtement, il y a une moi, limite quand même, quoi. ce système de paillettes, je l'ai déjà vu passer plusieurs fois. Pour moi, la grosse problématique sur ces paillettes-là, c'est vraiment le dosage, tout simplement. C'est un peu fertilisé à la volée. On va se dire, oh, bébé, je mets une paillette par urne. En fonction des tailles des plantes et tout ça, attention, ça peut être un peu néfaste. Ok, Et puis ok. bon, l'odeur aussi, hein, l'odeur de la paillette en décomposition dans une urne, c'est pas top, hein. Mais surtout dans une serre fermée comme la tienne, Ouais, voilà, c'est ça. Je pense à ceux qui ont des terrariums et tout ça. Quand ils ouvrent leur terrarium, ça doit refouler un peu. Moi, j'ai déjà Ok. testé après de la viande, hein, du blanc de poulet. Alors, ça marche. Mais voilà, le problème, il est là, c'est que la première semaine, on sent rien. À partir du moment où ça commence vraiment à être attaqué par les sucs digestifs de l'urne, là, ça commence à sentir un peu, hein. J'ai déjà eu, même dans ma serre tunnel en extérieur, des rongeurs capturés par des troncata, jusqu'à trois rongeurs dans une urne. Ça sent la mort, hein. Ça a vraiment Littéralement. la décomposition. Ouais, ouais, c'est très très fort, hein. De toute façon, on le sent, hein, dès qu'il y a un rongeur en décomposition par là, ça se sent vite, hein. Ok, écoute, attends, je vais juste remettre ma caméra pour éviter de te laisser tout seul. Attends. Tic, tac, boum. Est-ce que ça fonctionne comme ça? Nice. Dans le chat, est-ce que vous avez encore des questions sur l'engrais, la gestion de la serre, etc. Alors, N'hésitez pas à... ouais, je vais juste mettre quelque chose au clair aussi. Vas-y. Euh, il y a beaucoup de gens, voilà, alors au niveau des engrais, il y a beaucoup de choses. Il y a la consistance de l'engrais, On il voit plus ta liquide et tout caméra, hein, si ça. jamais. Comment? Tu as éteint ta caméra, si jamais. Ah, attends, qu'est-ce que ça m'a fait? Ah, pardon. Ouais, c'est bon. Voilà. Donc pour les engrais, il y a différents types d'engrais, comme je disais, plus ou moins solides, liquides et tout ça. Le NPK est surtout très important.
euh, suivant ce que vous voulez faire. Vous voulez faire pousser un épanthes plus vite, vous allez lui donner plutôt de l'azote. Vous voulez faire fleurir un épanthes, vous allez plutôt lui amener du phosphore et du potassium. Les nutriments servent vraiment chacun à une chose. Et donc, c'est pour ça, quand je dis, voilà, moi, le NPK, c'est du 16, 7, 12, parce que justement, le but, c'est de faire pousser la plante un petit peu plus vite, donc forcément d'apporter, comme à l'état naturel, en gros, l'azote qu'elle trouve, mais aussi de pouvoir faire fleurir des plantes. Moi, l'objectif, bon, c'est de cultiver des népenthes, mais c'est aussi de faire des croisements, mes propres croisements. Donc, c'est vrai qu'en serre, c'est assez important. J'ai déjà vu des gens avec des plantes de plusieurs dizaines d'années qui n'ont jamais fleuri. Mais parce que voilà, ils n'utilisent pas forcément d'engrais. Ils cultivent aussi dans des endroits où il n'y a pas forcément de proie naturelle. Et donc, forcément, bah, la plante n'a pas cette énergie-là pour pouvoir déclencher une floraison ou même passer un cap bien plus avancé, quand on voit des plantes qui font plusieurs mètres de haut dans la nature. Comment elles peuvent arriver à ça? C'est uniquement grâce aux captures qu'elles font. Elles vont chercher la lumière, certes, mais elles n'auraient pas, je pense, ces captures-là, toutes ces proies, ces nutriments. Ça mettrait bien plus longtemps, je pense, à ce qu'elles puissent atteindre la cime des arbres, hein. Ok, merci. Réfléchissez du coup dans le chat si jamais vous avez d'autres questions. Je voulais juste, avant qu'on termine, je voulais juste te lancer un peu sur justement les hybridations et tout, parce que je sais que c'est un peu ton truc et que Oui, t'aimes bien. voilà, c'est Est-ce que tu vrai que ça essayes de fait. faire un truc spécial ou quoi, ou tu croises un peu Ouais, alors je au me suis pif? Comment ça se gardé. passe? Alors j'ai mon téléphone qui déconne. Alors attends, je vais essayer un truc pour essayer de récupérer ma caméra, que je puisse voir ce que je fais, surtout. Hop, tac. Non, si j'ai mon écran tout noir. Bon, Alors c'est nous, pas on le te top. voit toi là, pour l'instant. Ouais, on me voit moi. Ouais, j'avais ici une capsule. Je sais pas si on la voit. Alors on voit pas très bien, c'est assez pixelisé dans cet endroit-là Ouais. de ta serre. Bon, alors attends, je vais essayer de sortir, récupérer de la connexion. Donc oui, c'est vrai que ça fait 2 ans que justement j'essaye de faire mes propres croisements. Bon, je suis aussi aidé, hein, voilà, les croisements de Nepenthes, si vous avez la chance d'avoir et la femelle et le mâle, pour avoir le pollen, voilà, vous pouvez faire vos propres croisements. Mais bon, sinon, voilà, on est quand même quelques passionnés à s'envoyer du pollen, à essayer de faire des nouveautés. Et là, justement, bon, c'est dommage, ma caméra déconne, donc je vais peut-être pas essayer de le faire. Mais j'ai fait avec Andreas Wistuba, qui m'a envoyé du pollen de Edwardsiana. J'ai croisé ma Raja Vecchi avec Edwardsiana. Alors, j'ai réussi à faire qu'un pod, parce que c'est vrai que le pollen, il y en avait très très peu. Mais voilà, c'est un hybride que j'ai essayé de faire, que je voulais faire, et que j'ai réussi à faire cette année. L'année dernière, non, parce que j'avais pas réussi à avoir de pollen. Mais cette année, oui, et je suis très très fier. J'espère que les graines seront belles et qu'on pourra voir ça sur le marché des plantes assez vite. C'est une plante que, voilà, le Raja Edwardsiana existe déjà, je le trouve pas super. C'est vrai que je m'attendais à vraiment avoir la caractéristique du Raja, des urnes crapues, un peu comme Kinabaluensis. Mais bon, voilà, le fait d'avoir essayé Rajavechi, qui vraiment sont deux parents avec des urnes très rondes, croisé derrière avec Edwardsiana, j'espère qu'il gardera sa forme ronde de base. Voilà, du fait qu'il y ait trois parents. Donc j'espère que voilà, j'aurai de belles graines et qu'on pourra mettre ça à la lumière du jour d'ici, je pense, quelques années. Il va falloir, je pense, un an ou deux avant d'avoir des plantes qui ressemblent à quelque chose, quoi. Ok, alors on a encore une ou deux questions dans le chat et après Ouais, on va s'arrêter là parce que c'est déjà 19h20. ouais, ouais. Combien d'heures d'allumage de LED? Alors, moi, je mets 10 heures. Je trouve que ça suffit largement. J'avais l'année dernière, pendant la période d'été, jusqu'à 13 heures d'éclairage. Les feuilles étaient rouges, un peu brûlées.
Alors je me suis dit, voilà, les plantes, alors déjà que les LED, elles bombardent, je me suis dit que ça faisait peut-être un peu trop. Et au final, ouais, je suis resté sur 10 heures. Et bon, ben, je trouve que ça va plutôt bien. J'ai pas de feuilles qui rougissent par justement trop d'éclairage. Voilà, tout est bien vert, ça pousse bien. Bon, pour mon portefeuille, ça m'arrange aussi parce que ça permet de gratter quelques kilowattheures à la fin du mois. Et honnêtement, ouais, pour moi, 10 heures, je trouve que ça suffit. La lumière est tellement forte de base que bon, la plante, en 10 heures, elle a largement ce qu'il faut pour pouvoir après générer photosynthèse et tout ça et pousser dans de très bonnes conditions. Ok, dernière question, c'est quelle est la durée de vie d'une Nepenthes? Ça fait déjà 2 fois, je crois, qu'on a cette Alors, question. Moi, j'imagine durée en de vie d'un culture, du Nepenthes, coup, est-ce qu'il y a une ouais, limite? alors, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de durée de vie. Un Nepenthes, c'est une plante vraiment alors fascinante pour ça. C'est vrai qu'elle a la capacité de se régénérer assez facilement, d'où la production de rejets, que ce soit basal ou même de lianes. C'est vrai que alors j'ai jamais vraiment vu quelqu'un dire bon ben ma Nepenthes après 30 ans elle est décédée, enfin elle est morte, voilà elle a fait sa vie. Je pense que le Nepenthes il a une durée de vie infinie à partir du moment où son système racinaire il est intact, ses racines sont développées. Je vois dans la nature, déjà vu des photos, des Nepenthes qui courent par terre, des lianes qui courent par terre sur plusieurs mètres. Et à un bout d'un moment, ben, il y a un rejet, un shot, j'appelle ça des nœuds de lianes qui sont repartis et puis qui regrimpent à un arbre par-ci, par-là. C'est le Nepenthes. Enfin, moi, je fais pousser certains Nepenthes à l'horizontale pour justement forcer un peu la production de rejet. C'est une méthode qui marche d'ailleurs, vraiment. Ça, c'est un peu plus technique, ça, en fait, de faire pousser la Nepenthes à l'horizontale, ça empêche un peu la sève de monter jusqu'à la pointe. Et du coup, en fait, ça force la partie basse de la Nepenthes, entre guillemets, c'est une régénération forcée. Du coup, en fait, elle produit des rejets beaucoup plus facilement. Et dans la nature, je pense que les Nepenthes, bon, on les a découvertes il y a quand même quelques années, mais je pense que ça fait très très longtemps qu'elles sont là. Ça marche. Bah Donc donner écoutez, une si vous durée de avez vie, plus honnêtement, si vous là, avez plus de questions dans le chat, on va s'arrêter là. Merci, Dorian, c'était super cool. mais avec plaisir. C'était Pour vraiment. ceux qui veulent vraiment, alors voilà, parce que bon là c'était sur le live tout ça, je suis ouvert sur l'engrais en privé. Vous avez des questions, vous avez un engrais peut-être chez vous, vous savez pas comment l'utiliser. Voilà, maintenant je commence un peu à maîtriser la chose. J'ai fait quand même beaucoup de tests. N'hésitez pas avant de faire une bêtise, m'envoyer un MP. Voilà, j'aimerais m'y mettre. J'ai ça, comment faire? C'est voilà, je suis ouvert. J'ai le temps en plus, malheureusement pour l'instant. Voilà, je maîtrise, même si vous voulez des conseils sur le type d'engrais en fonction de vos installations. Moi, j'ai une réserve d'eau qui me permet justement d'arroser directement de l'eau. Moi, j'appelle ça de l'eau chargée, mais de l'eau fertilisée avec un fertilisant déjà dilué dedans. Mais tout le monde ne peut pas faire ça. Voilà, sur certains terrariums, vous avez peut-être des bûches de brumisation et tout ça. On peut gérer avec des réserves de Fogger aussi différemment et justement permettre euh, des fertilisations automatiques. Parce que bon, c'est vrai que je suis passé par là, au début je le faisais, et comme je disais, voilà, c'était une fois par semaine, après j'oubliais, j'avais pas le temps, et voilà, il a fallu que j'essaye d'automatiser ce procédé-là. La fertilisation maintenant, c'est brumisation, arrosage, et voilà, ça se fait plutôt tout seul. Ça roule. Bah écoute, ton nom sur Facebook c'est Dorian Akar, hein, c'est ça. Dorian Accard, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un message Messenger. J'ai aussi un Instagram, DoPlants, on pourra le mettre aussi C'est en comment commentaire. DOW.plante? dow.plants. Ça marche. Voilà, je suis joignable aussi sur Instagram. Je poste généralement des photos voilà, de certaines plantes, de mes petites pépites, comme j'appelle. Voilà, après, comme j'ai dit, en culture, on a de tout. On a des plantes un peu moins jolies, suivant les périodes, un peu plus jolies que d'autres. Voilà, il y a de tout, vous pouvez le voir. Il y a voilà, je vous ai montré 2 cadavres.
Ça arrive, hein, malheureusement. Voilà, c'est comme Super. ça. C'est aussi la vie d'une plante, ça peut arriver, malheureusement. On n'est pas à l'abri justement, vous en parlez sur votre dernière conférence, de tous ces ravageurs, les trips et tout ça, les pucerons. Voilà, même si je suis en indoor et que voilà, j'ai déjà eu des trips et bon voilà, il faut savoir y remédier. On voit plus ta tête si jamais, Dorian. Ah, alors attends, qu'est-ce que ça fait? Ah oui, la batterie elle commence à arriver. Hop, hop, hop. Je vais récupérer le réseau. Ouais, c'est tellement retiré. Hop, Nice. voilà. Ok, bah écoute, merci encore pour cette petite visite et toutes ces Avec informations. plaisir. Et puis merci Avec aux plaisir, personnes qui étaient merci. là sur Facebook et sur Twitch Je sais pour pas les combien on suggestions, était. etc. Et puis, bah écoute, Dorian, si tu veux nous refaire une visite, un de ces quatre, ou nous refaire une petite présentation sur l'engrais, ou je sais pas, les croisements de Nepenthes et tout, tu es le Ouais, bienvenu. peut-être, ouais. Pourquoi pas faire justement la production de graines, la pollinisation Mhm. d'une plante, quand le faire, parce que c'est pareil, il y a un timing assez sérieux à respecter, récolter du pollen, comment le stocker, parce que c'est pareil, on n'a pas forcément les plantes en fleurs en même temps. Il y a beaucoup de choses à savoir ouais, sur les Nepenthes, la reproduction, faire des graines, stockage de pollen. Pourquoi pas faire un petit tuto, une petite vidéo Ben, live comme ça de pollinisation de Nepenthes. Ouais. ben, je pense que c'est une très bonne idée. C'est un bon teasing pour notre prochaine conférence. Ouais, Bon, merci Dorian, salut tout le monde, merci avec bien. plaisir. Ciao, ciao. Ciao, ciao.